Bonjour, bienvenue dans notre table ronde à comment faire l'adéquation entre les besoins des organisations en matière de compétences à l'heure du digital et les plans de formation. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Fabrice Daverio, qui est directeur Learning Services chez Albiways, et Pascaline Mel, qui est chef de projet service formation continue de l'Université de Strasbourg. Donc bonjour à tous. Moi, je vais commencer par donner la parole à Fabrice, qui va nous faire un peu un état des lieux en matière de besoins en montée en compétences des organisations à l'heure du digital, avant de voir l'impact sur les organisations. Merci beaucoup. Alors déjà, Albiways, en quelques mots, c'est un groupe de formation nouveau et en même temps ancien, puisqu'on regroupe des marques historiques comme le CFPJ, Média Communication, EFE, ISM et plein d'autres organismes de formation. Et je vais vous faire part à la fois de notre propre transformation, des compétences à l'heure de notre propre transformation et de ce que nous avons observé chez nos nombreux clients à l'heure du digital. Souvent, quand on parle digital ou quand on parle de compétences nouvelles aujourd'hui, on pense compétences techniques, évidemment, ça va de soi, mais les compétences techniques, elles sont très vite obsolètes. Et on se rend compte que les compétences qui sont les plus nécessaires aujourd'hui pour évoluer, pour survivre, pour vous proposer des solutions innovantes, ce sont des compétences comportementales. Le premier, c'est la veille. Quel que soit son métier aujourd'hui, si on n'est pas en veille, on est obsolète en 6 mois, 1 an, 3 ans grand maximum. Voilà, la veille sur son métier, la veille sur les technologies. Donc ça, c'est une compétence de curiosité, en fait, en quelque sorte. La deuxième compétence, c'est que il faut tout le temps apprendre. Et quand on est bon, apprendre, on a oublié, parce qu'on sait qu'on sait. Voilà. Il faut tout le temps apprendre et continuer d'apprendre en permanence. Apprendre de l'information, mais aussi à changer de comportement, etc., etc. Donc ça implique aussi une autre compétence qui est la capacité personnelle à tester, à mettre les mains dans le cambouis, à tester un nouvel outil, une nouvelle méthode, une nouvelle façon de faire. Et ça veut dire aussi se remettre en cause, parce que quand on teste, on se trompe. On se plante, comme disent les jeunes. Il faut accepter de se tromper, le droit à l'erreur, voilà. Et c'est pas quelque chose qui est forcément acquis. Quand on travaille avec des clients qui sont dans le monde militaire, ingénieur, etc., on voit que c'est un frein énorme. Les gens sont supposés savoir. La troisième compétence que nous avons identifiée, c'est la compétence à former. Imaginons que nous formions tous les trois une équipe et que moi j'apprenne quelque chose, il faut que je forme mes 2 comparses, mais demain ce seront mes comparses qui me formeront. Donc cette compétence à former, voilà, ça veut dire que quel que soit son métier, aujourd'hui on ne peut plus ne plus être pédagogue. Voilà. On doit monter en compétence sur le plan de la pédagogie, c'est-à-dire comment est-ce que je forme, y compris mon collègue en situation de travail, alors que je ne suis pas formateur, à quelque chose que j'ai par exemple découvert sur ce salon aujourd'hui. Ce sont des choses extrêmement pragmatiques. Voilà. L'autre compétence, c'est le travail en équipe. Travailler en équipe, tout le monde dit « Ah oui, oui, bien sûr », mais travailler en équipe, c'est pas acquis. D'abord, pour certaines personnes, c'est du mode projet pur et dur. Donc ça veut dire de l'agilité, mais pas au sens juste être souple, etc., mais vraiment intégrer des méthodes agiles dans sa façon de travailler. Et puis ensuite, quand on coopère en interne, à la limite, on peut savoir faire ou collaborer en interne, mais aujourd'hui, plus personne ne sait tout faire. On le voit ici dans le monde digital. Si on doit servir un client ou si on doit servir une organisation avec des solutions multimodales, personne n'a tout. Certains ont de l'adaptive learning, d'autres de la réalité virtuelle, d'autres du e-learning, d'autres du vidéo learning, mais personne n'a tout. Donc il va falloir coopérer avec ses équipes en interne, mais coopérer aussi avec ses partenaires en externe. Et ça, cette culture du partenariat permanent, que ce soit en interne ou en externe, c'est vraiment une compétence à acquérir. En tout cas, c'est ce que nous, on a découvert au fur et à mesure de nos expériences. On n'est pas les premiers de la classe. Hein. Nous-mêmes, chez Albiways, on a tous les jours à se réinventer, à comprendre des choses. Voilà. Ça signifie que le métier de formateur évolue aussi, et puis on voit des nouveaux mots émerger pour qualifier ces nouvelles compétences. On parle de Digital Learning Manager, nouvelles fonctions qui émergent. Alors, Digital Learning Manager, c'est un sujet. Alors, le formateur, c'est un sujet que je trouve extraordinaire. Moi aussi, je suis formateur à 20% de mon temps. Le formateur, fondamentalement, c'est un indépendant. Il travaille tout seul. S'il a décidé d'être formateur, c'est parce qu'il a une expertise aussi. Et aujourd'hui, le formateur, il doit abandonner le fait d'être un expert et le fait d'être indépendant.
C'est-à-dire que le formateur, même s'il se forme au monde du digital, en plus du présentiel, à écrire des scripts, à relire des storyboards, etc., ben, il doit travailler en équipe, avec des équipes pédagogiques, avec son client, etc. Il ne peut plus être tout seul. Et ensuite, son expertise, malheureusement, dans 99% des cas, elle est disponible sur Internet, sur le web. Qu'est-ce qu'il fait le formateur? Ben, le formateur, il doit mettre en musique tout ça, il doit faire vivre des expériences apprenantes aux participants, à ses apprenants. Il doit acquérir des compétences extrêmement nouvelles. Je vais prendre juste un exemple pour me faire comprendre. La FEST, tout le monde en parle, hein, l'action de formation en situation de travail. Alors on dit à un formateur, ok, sur ton métier, tu vas avoir du présentiel, tu vas avoir du distanciel, on va mettre une partie de tes contenus dans des granules pédagogiques distanciels qui peuvent être consommés avant ou après un présentiel, ou même pendant le présentiel augmenté. Mais en situation de travail, tu vas devoir proposer à tes apprenants d'avoir une analyse réflexive pour prendre le temps de prendre conscience des compétences métiers que j'ai acquises sur mon poste de travail. Donc en fait, le formateur n'est plus un formateur. C'est un facilitateur qui accompagne les apprenants pour qu'ils puissent monter en compétences et pour qu'ils prennent conscience, hein, la prise de conscience en formation, vous connaissez ça mieux que moi, qu'ils prennent conscience des nouvelles compétences qu'ils ont acquises. Le formateur, ça le déstabilise complètement. Et donc nous, la première chose qu'on constate depuis des années maintenant chez Abilways, on a créé une académie, c'est que la première chose, c'est que déjà, il faut former le formateur. Oui, qu'il faut faire davantage s'orienter vers de l'ingénierie de formation. Hein, Pascaline, je vais vous donner la parole. Il faudrait le PowerPoint, s'il vous plaît. Ouais, voilà. Ah oui, une présentation. Parce que Pascaline a une présentation à nous faire. On vous écoute. Donc bonjour à tous, je suis Pascaline Mel, responsable développement au sein du service formation continue de l'Université de Strasbourg. Donc notre service propose chaque année à peu près 900 formations et nous formons à peu près 9000 personnes sous la forme de stages courts, de parcours diplômants. Et du coup, pour un organisme de formation, cette recherche d'adéquation entre développement des compétences et plan de formation est un enjeu très important, enjeu renforcé par la nouvelle réforme de la formation professionnelle. Donc au cours de cette rapide présentation, je vais essayer de vous présenter les leviers sur lesquels nous tentons d'agir pour atteindre cette adéquation. Donc en dehors de la découverte du besoin client que nous transposons derrière en contenu de formation, nous essayons d'agir sur un besoin de souplesse, de flexibilité, d'accompagnement et d'évaluation qui nourrit au quotidien notre ingénierie de formation. La recherche de souplesse est inhérente à un double comportement d'achat de nos clients. Dans un premier temps, c'est la recherche de compétences opérationnelles et rapidement employables au sein des organisations. Nous répondons à cet enjeu par le développement de stages courts que nous mobilisons sous la forme de stages inter ou intra-entreprise. Et nous essayons également de répondre aux besoins de sécurisation des parcours des individus par l'encapsulage de nos stages courts sous la forme de dispositifs diplômants, qualifiants ou certifiants. Par ce biais, nous essayons de répondre aux besoins en compétences des organisations, à l'assouplissement de la gestion du plan de formation, tout en essayant de sécuriser le parcours des individus. Et donc nous arrivons à cette stratégie par la création de parcours modulaires et capitalisables. Ensuite, la recherche de flexibilité est nourrie par la diversité des modalités de formation qui sont proposées, notamment par le développement de l'enseignement à distance. Parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté que, bien sûr, la demande des entreprises est de faciliter l'accès à la formation, de pouvoir assouplir l'organisation des dispositifs et d'optimiser le coût global de la formation. Cette expertise en ingénierie de formation à distance, ça fait à peu près 10 ans que nous travaillons dessus. Et nous proposons aujourd'hui d'accompagner les entreprises sur ce modèle à travers une ingénierie pédagogique dédiée sur la construction d'un organisme de formation mixant du présentiel ou du distanciel. Donc aujourd'hui, quand une entreprise souhaite digitaliser ses formations, l'une de ses premières préoccupations, c'est de savoir comment héberger les dispositifs.
Donc nous avons au niveau du service formation continue une plateforme qui peut héberger en marque blanche l'ensemble des thématiques. Ensuite, nous accompagnons les entreprises par de l'e-pédagogie, comment transposer du présentiel en distanciel. Et nous coproduisons des ressources pédagogiques. Tout cela par derrière la gestion et la création de parcours qui peut aller jusqu'à la création de diplômes sur mesure permettant de répondre à des besoins de branches ou d'entreprises. Enfin, l'évaluation est un élément primordial pour un organisme de formation puisque cette recherche d'adéquation et les résultats inhérents au plan de formation, il faut pouvoir les mesurer a posteriori de la formation. C'est la raison pour laquelle l'une des orientations du plan de recherche et développement du service est orientée sur l'efficacité des formations. Et nous sommes la première université à mettre en place le système d'évaluation sur le modèle Kirkpatrick. Donc par ce biais-là, nous nous appuyons sur le fameux recherche sur attente des dispositifs pour considérer la formation comme un processus dans lequel elle est un maillon. Donc la recherche d'évaluation, la recherche de flexibilité et de souplesse et l'accompagnement des entreprises dans la digitalisation de leur formation sont les leviers sur lesquels nous agissons pour réussir à atteindre cette adéquation entre besoins en compétences et plan de formation. Merci beaucoup. Donc, on m'entend ? Non. On m'entend pas ? C'est Vous bon. m'entendez ? Super. Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Donc, en fait, on arrive dans un monde qui doit être de plus en plus agile, où il faut s'adapter aux besoins et des populations concernées à former et des stratégies des organisations, avec une granularité de la formation qui doit s'inscrire dans des parcours de sécurisation pour, au bout du compte, arriver soit à une certification, soit à servir la stratégie globale. Donc, vous, par rapport à ça, quels sont les écueils rencontrés par les entreprises? Où c'est que ça pêche dans tout ce processus? Est-ce que c'est au niveau de l'ingénierie pour construire finalement tous ces modules et toutes les modalités de la formation, ou c'est au final pour arriver quand même à développer l'employabilité, servir les salariés qui sont dans une approche plus expérience collaborateur et qui veulent développer leur employabilité, et en même temps la stratégie. Où les entreprises rencontrent le plus de difficultés, comment passer le cap pour arriver à cette digitalisation de la formation? C'est aujourd'hui le fameux pourquoi de la formation. Quel est le véritable besoin de l'organisation par rapport à la formation? Et il faut avoir en tête que la formation est une réponse, mais qui s'englobe dans différentes actions qui seront développées par les structures pour atteindre l'objectif recherché. Et cette recherche d'employabilité se fait par une découverte fine en essayant d'identifier le retour sur attente qui derrière doit être traduit en indicateurs pour permettre aux entreprises d'atteindre ce véritable développement des compétences. Et à côté de ça, les individus sont à la recherche de sécurisation. Donc c'est la raison pour laquelle cette recherche d'employabilité doit pouvoir être mixée avec ce besoin en sécurisation des parcours. Et ensuite, c'est cette découverte par le modèle chez nous Kirkpatrick qui permet de savoir quelle sera la modalité la plus adaptée. Est-ce que nous partons sur du présentiel? Est-ce que nous partons sur du total à distance? Ou est-ce que nous partons sur du blended learning qui nous permettra de répondre à ce premier besoin de développement de compétences des organisations? Et vous, Fabrice? Pour compléter, je ne sais pas si on m'entend, oui, il y a le son. Pour compléter, moi je trouve que le principal écueil des entreprises, c'est justement, et la nôtre en premier, c'est de vouloir fournir de la formation digitale, présentielle, intelligente, bien faite, etc. Si on ne se pose pas le problème de l'usage, c'est-à-dire de l'apprenant, à mon avis, on a tout raté, parce qu'on va se parler vrai 2 minutes. On fabrique des superbes dispositifs, notamment digitaux, et quand on a 10% d'apprenants sur une population cible qui vont jusqu'au bout, on est super heureux. Et 10%, pour moi, c'est un échec. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les granules ou les modalités, quelles qu'elles soient, il faut qu'elles soient extrêmement courtes, extrêmement pertinentes et qu'elles rentrent dans un agenda. Si on ne se pose pas cette question, à mon avis, on rate tout.
Et on doit apprendre des apprenants. Je vais vous prendre un exemple qu'on a présenté d'ailleurs l'année dernière déjà au Salon Learning Technologies. On a un client qui s'occupe des personnes très âgées et qui forme des aides à domicile. On s'est pris le chou pendant des mois pour dire on va faire du digital, du truc. On en a fait. Mais un des outils pédagogiques qui marche le mieux, c'est que ces aides à domicile, eh bien, elles enfilent des costumes tout à fait physiques qui leur font sortir les poids des os, de leurs os, comme si elles avaient 90 ans. Des lunettes pour resimuler la DMLA. Et là, à ce moment-là, on n'a plus besoin de grands discours derrière pour dire comment s'occuper d'une personne âgée à domicile. Il faut absolument se poser la question de l'usage. Tant qu'on n'a pas à disposition des modules de formation qui durent moins de 3 minutes sur son smartphone en complément, aucune modalité ne remplace l'autre, mais en complément d'autres modalités, on n'a pas fait le job, et en français et en anglais. Parce que dès qu'on est sur des structures un petit peu internationales, on n'a pas fait le job. Donc ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, on a un degré d'exigence qui fait que les apprenants, d'abord, dans la vraie vie, ils ont des expériences apprenantes qui sont très sophistiquées dans le grand public, voilà, sur YouTube. Donc nous, si on leur propose des choses qui sont ennuyeuses, fastidieuses, etc., on n'y arrive pas. Donc il faut présenter du fun, des choses utiles et des choses inspirantes, puisque retour à la case départ, les compétences que j'ai étant obsolètes dans 6 mois ou dans 1 an, si ce que j'apprends n'est pas inspirant et ne m'inspire pas pour réactualiser mes compétences, on ne fait pas le job. Donc le principal écueil pour moi des entreprises, et la nôtre en premier, c'est de penser nos solutions avant de penser utilisateurs. D'accord. Et on voit beaucoup de tendance au développement du micro-learning aussi, des petits modules, des petites capsules très très rapides de 2-3 minutes sur mobile, dans les transports, où on veut, qui focalisent avec des temps de répétition sur une période définie pour ancrer l'information, la mémorisation. Donc on fait aussi aujourd'hui appel aussi à tout ce qui est neurosciences aussi. Absolument. Pour permettre plus de flexibilité, d'ancrer l'information. Ça aussi, c'est des approches que vous couvrez? Alors les neurosciences, c'est simple. On m'entend là encore? Oui, c'est bon. Neurosciences, c'est simple. Vous avez 2 façons d'ancrer les apprentissages. Soit par l'émotion, soit par la répétition. Très honnêtement, moi je ne sais pas encapsuler des apprentissages dans la peur, la joie, la colère ou la tristesse toutes les 20 secondes. Je ne sais pas faire. Voilà. En revanche, la répétition, je sais faire. Donc ça veut dire que le micro-learning dont vous parlez doit absolument répéter, et c'est là où il ne faut pas être hyper intellectuel sur les façons d'apprendre, doit répéter ce qu'on a vu en présentiel ou ce qu'on a téléchargé sur une ressource sur le web. Ouais, doit le répéter. Alors on peut prendre des angles différents, on peut prendre des mots agencés différemment, mais parfois c'est au mot près. Il faut vraiment ce qui est dit. Il faut que ce soit vu, il faut que ce soit, encore une fois, répété. Hein, si on prend les usages, donc on a vu Kirkpatrick, c'est très important, etc. Mais si on prend les usages, la répétition, c'est pas 3 fois en 3 minutes. C'est le micro-learning, mais aussi dans une semaine et aussi dans 1 mois. Donc le formateur doit s'inscrire là-dedans. Et quand il va faire de la FEST, il doit absolument savoir ce que l'apprenant a appris sur son smartphone il y a 1 mois, parce qu'il doit lui répéter les choses. Et à ce moment-là, ça s'ancre. Moi, j'ai eu 50 ans hier, je peux vous assurer que mon cerveau... il marche beaucoup plus longtemps qu'il y a 30 ans, quoi. Et donc, si on ne me répète pas 3-4 fois en 6 mois de temps la même chose, je n'intègre rien. Voilà. Oh. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle? Il n'y a pas de micro? Les KPI. Le micro arrive. Ah ben voilà. Donc la question de madame, c'était sur les KPI. Voilà, donc celle-là, on peut la résumer. Et c'est la question est pour vous. Allez-y. Voilà, j'avais une question quand vous avez parlé d'identifier les attentes, en fait, des apprenants et de choisir des indicateurs par rapport à ça. Quel était le lien que vous faites? Alors, c'est les attentes des apprenants, mais de manière plus globale, c'est les attentes de l'ensemble des parties prenantes qui font partie du dispositif. Et derrière, nous essayons de traduire ces attentes en indicateurs pertinents, de façon à pouvoir mesurer à court terme, à moyen terme et même à long terme l'impact de la formation pour l'organisation, pour les salariés. On part par exemple d'une attente en termes de diminution de taux de rebut sur une ligne de production. Derrière, on va essayer d'identifier là où les rebuts interviennent et du coup de pouvoir mesurer à moyen terme les résultats de l'évolution des comportements des individus sur la ligne de production et de pouvoir mesurer cette diminution, cette augmentation des taux de rebut
de façon à pouvoir agir, si la formation fonctionne, de pouvoir continuer sur ce dispositif-là, ou alors de pouvoir intégrer une nouvelle capsule de formation, par exemple, pour rectifier le tir et pour atteindre cet objectif qui est de diminuer le taux de rebut sur la ligne de production. Donc c'est vraiment la traduction de l'attente en indicateurs clés, opérationnels et mesurables pour l'organisation. Et est-ce que les organisations aujourd'hui sont assez mûres pour mettre en place des outils pour faire un peu de prédictif sur leurs besoins en termes de compétences dans les 2-3 ans? Ça commence à venir et c'est notre rôle d'accompagner les entreprises sur cette réflexion par rapport à leurs besoins en formation. Quand un client nous appelle et nous demande une formation sur la gestion du stress, si on parle des soft skills, il faut pouvoir agir, nous, en tant qu'ingénieurs de formation, sur le réel besoin qui nourrit cet élément dans la stratégie de l'organisation. Donc, ce n'est pas encore quelque chose qui est inné, mais notre équipe d'ingénieurs de formation sont là pour essayer de susciter ce besoin et essayer de révéler le fameux besoin en formation. C'est le pourquoi. Pourquoi vous voulez former? Pour ça. Oui, mais pourquoi? Pourquoi? On essaye de défiler la pelote de laine pour arriver à la véritable problématique de l'entreprise. Et vous, Fabrice? Sur ces compétences d'avenir, juste deux choses. Nous, ce qu'on constate, c'est que quand les organisations ont des compétences en interne, elles savent identifier que ces compétences doivent aller plus loin. La difficulté, c'est de se projeter sur des compétences dont elles n'ont absolument pas besoin aujourd'hui et qui seront indispensables dans 3 ans. Donc, ce qu'on appelle avec des métiers émergents. Et c'est là où nous, il faut qu'on joue notre rôle d'études sectorielles et d'arriver aussi avec des métiers. Ça fait 40 ans que ça dure. Au CFPJ, si on n'avait pas formé en avance de phase à l'époque où il n'y avait que des journalistes de presse écrite, des journalistes audiovisuels, eh bien, on n'existerait plus. Et ainsi de suite. Donc, on est en avance de phase sur ces nouveaux métiers. Et il ne faut pas se tromper parce qu'il y a des effets de mode. Et nous, on se doit de proposer à nos clients de former aux métiers dont ils auront vraiment besoin dans 3 ou 4 ans et qui n'existent pas encore. Et ça, c'est une difficulté pour eux comme pour nous. Mais ça, pour le coup, c'est notre rôle de les y aider. Est-ce qu'il y aurait une autre question dans la salle? Personne? Moi, je veux dire, est-ce que les outils se dotent aussi un petit peu plus de déclaratifs pour nourrir les compétences, pour que les salariés puissent exprimer les compétences qu'ils possèdent, qui ne sont pas forcément décelées au sein des organisations? Est-ce que ce sont des choses que vous voyez de plus en plus se produire? Une approche un peu plus participative, où les salariés vont déclarer, bon voilà, moi je sais faire ça et ça, j'ai telle ou telle compétence. Ça pour le coup, c'est la gestion des talents. C'est vraiment la gestion des talents. Les talents que j'exerce et puis les talents que j'ai par ailleurs dans une sphère professionnelle ou personnelle. Et on voit que la frontière est de plus en plus fine. Et oui, moi je trouve qu'il y a de plus en plus d'organisations. On a commencé à faire ça la première fois, c'était il y a 15 ans pour la Banque de France. Des personnes qui doivent se réinventer dans leur job et pour se réinventer, doivent mettre en avant toutes leurs compétences, y compris celles qu'elles n'utilisent pas sur leur poste de travail ou dans leur mission. Et à ce moment-là, quand ces personnes-là se connectent à leurs talents, eh bien, elles sont capables de se réinventer, y compris sur leur job en cours, c'est-à-dire sans qu'on ait besoin de leur proposer un nouveau job. Ça, c'est extrêmement intéressant pour les organisations. Nous-mêmes, on travaille avec des startups qui ont réinventé le bilan de compétences avec des formations certifiantes pour justement avoir cette capacité à se réinventer, à réinventer ses compétences, à réinjecter ses compétences personnelles dans son évolution professionnelle. Et effectivement, aujourd'hui, pour qu'un dispositif de formation fonctionne et soit efficace, il faut pouvoir impliquer l'ensemble des personnes dans l'organisation. Donc ça passe par les stagiaires en tant que tels, mais ça passe aussi par le management de proximité, ça passe par les décideurs au niveau de la stratégie de l'entreprise. Donc effectivement, évaluer à la base le niveau de compétence des individus est un élément fondamental et qui permettra d'aboutir à une formation efficace et qui apporte et qui participe à la véritable stratégie de l'entreprise. Il faut que la formation aujourd'hui devienne un levier de la compétitivité des structures et tout ça passe en amont par une étude fine de l'état des lieux de l'entreprise, de son besoin et du niveau de compétence acquis par les collaborateurs. Et est-ce qu'il y a...
Oui, pour compléter ce que vous dites, si déjà 50% des managers d'une organisation accompagnent les équipes pour prendre conscience des compétences qu'elles ont, c'est déjà génial, parce qu'on est en France. Hein. Donc les compétences qu'on n'a pas, ça, on sait très bien les pointer, mais les compétences qu'on a, eh ben, on ne sait pas encore très bien faire. Donc si déjà on a 50% des managers qui font ça avec leurs équipes, moi je trouve qu'on a déjà fait un énorme pas en avant. Voilà. Est-ce qu'il y a de plus en plus une formation participative qui se met en place, pas forcément descendante, mais des genres de tutorats ou des tutorats inversés qui prend en compte l'intergénérationnel? Est-ce qu'il y a ce genre de choses, d'outils plus participatifs qui contribuent aussi à renforcer les plans qui sont mis en place? Est-ce que c'est des choses, des nouvelles approches? Oui, et c'est renforcé par les formations qu'on propose en distanciel où les candidats doivent être un véritable acteur dans leur projet de formation et dans le développement de leurs compétences. Donc effectivement, partir du terrain et de faire remonter les éléments acquis par les collaborateurs dans leur structure et en faire des cas concrets et pratiques, c'est un des leviers effectivement de l'engagement et de la participation des collaborateurs dans la formation. Mais est-ce qu'ils jouent le jeu? Est-ce qu'ils ont l'autonomie suffisante pour se dire je suis aujourd'hui acteur de ma vie professionnelle et moi je vais m'engager pour me former? En tout cas, par le système de tutorat que nous mettons en place au niveau de l'enseignement à distance, c'est un objectif recherché. On n'y est pas encore forcément arrivé aujourd'hui, mais c'est une tendance et c'est un but que nous nous fixons dans les années à venir. Et vous, Fabrice? Il faut beaucoup accompagner les salariés pour qu'ils... On ne peut pas compter sur l'autonomie, ils le sont, mais il faut beaucoup les accompagner. Alors il y a le système du tutorat, il y a l'apprentissage entre pairs, hein, le peer-to-peer learning, etc. Mais plus on est, moi je trouve, sur ces systèmes participatifs et même collaboratifs, coopératifs, plus il faut de la méthode et du cadre. Et c'est là où globalement tout le monde doit vraiment se mettre dans des méthodes agiles d'une façon générale. Parce que voilà, il faut mesurer, il y a des méthodologies et on ne peut pas laisser les gens tout seuls. Moi, je trouve que dans ce monde qui évolue très vite, il y a quand même une constance, c'est qu'on reste des êtres humains. Et l'être humain, il a besoin d'être accompagné, il a besoin d'être aimé, il a besoin d'être chouchouté, il se prend des scuds de bureau, il a des difficultés, etc. Et il ne faut surtout pas que toutes les méthodes qu'on met en place se supplantent ce type d'accompagnement. Et l'accompagnement, il peut être par un tuteur, il peut être par l'organisme de formation, il est en interne et tout le monde doit jouer un rôle et tout le monde doit se former à jouer ce rôle. D'accord. Oui, madame, une question. Le micro. Le micro. Merci. Le micro. Bonjour. Aujourd'hui, le métier de responsable de formation prend de plus en plus de l'ampleur et devient de plus en plus compliqué. Donc, ma question concerne les approches qu'un responsable de formation doit avoir pour décider quelle typologie de formation proposer, déjà comme idée de base pour pouvoir consulter tel ou tel prestataire. Est-ce qu'on doit être sur du présentiel, quand est-ce qu'être sur les présentiels, quand est-ce qu'être sur 100% distanciel, ou quand est-ce que mélanger entre les deux, pour savoir exactement à qui s'adresser, parce que comme on l'a vu aujourd'hui, hier, l'offre est énorme, et donc il y a énormément de prestataires. Vous êtes perdu. On est complètement perdu. Aidez-nous s'il vous plaît, merci. Déjà, venez sur le site Jobspheric. Hein. Je vous donne beaucoup d'éléments de veille et d'information. Je fais ma publicité, mais on va... Jobspheric. J-O-B-S-F-E-R-I-C. Jobspheric.fr. C'est un site d'information et de veille sur tout ce qui est tendance et innovation RH. Donc, je donne déjà pas mal d'éléments. Il y a un espace pro qui aborde aussi toutes les tendances formation. Et on va laisser la parole à nos intervenants. Alors, comment faire le responsable formation qui est perdu? C'est difficile. On lui demande tout. C'est difficile. Il y a une infobésité d'information, de technologie, de solutions. Il y a une concurrence effrénée. Alors, que faire? Oui, c'est compliqué. C'est compliqué. Notre ingénierie. Pascaline? Effectivement, c'est un exercice de plus en plus difficile de pouvoir identifier comment faire, comment développer les compétences. Est-ce qu'on passe par du présentiel? Est-ce qu'on passe par 100% de distanciel? Est-ce qu'on passe par du blended learning? Et c'est là le rôle aussi de vos partenaires dans les organismes de formation, de pouvoir identifier quelle sera
modalité pédagogique la plus adaptée et la plus pertinente au vu du projet de l'entreprise. Donc je pense qu'un responsable formation aujourd'hui se doit de s'entourer de prestataires qui sont capables d'identifier le réel besoin et de pouvoir construire avec l'entreprise les formations les plus pertinentes à développer. Aujourd'hui, lorsqu'on parle, nous, de construction de formation en blended learning, on va essayer d'identifier les compétences qui sont le plus flexibles possible, les choses qu'on peut reproduire pour les entreprises et essayer d'identifier les parties du programme où le formateur aura le plus de valeur ajoutée dans son dispositif. Et c'est ça qui va nous guider dans la répartition entre quelque chose qui se fait en présentiel et quelque chose qui se fait en blended learning ou en enseignement à distance. Mais c'est de pouvoir s'appuyer sur des partenaires qui va vraiment pouvoir identifier le besoin de la structure et pouvoir le transposer en dispositif de formation efficace et pertinent. Vous avez, si je peux intervenir entre eux, vous avez aujourd'hui beaucoup d'outils qui ont des chiffres qui permettent de mettre en place des ROI des actions menées. C'est-à-dire vous avez les taux d'abandon, vous avez les populations, enfin, et vous pouvez faire un peu un benchmark de quelles sont les appétences en interne par rapport aux différentes modalités de formation. Déjà, vous, ça peut vous aider pour trouver après les ressources nécessaires, quels sont les ancrages dont vous avez besoin pour pouvoir mettre en place l'ensemble de vos modules. En fait, il faut mettre en place des outils d'analyse qui ne sont pas forcément compliqués, mais qui vous permettent d'avoir un ROI de toutes vos actions qui sont menées et de là bâtir votre cahier des charges en faisant bien attention à différentes populations que vous avez en interne. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Après, c'est le bouche à oreille, vos confrères, quelles solutions ils ont expérimenté, ils ont exercé. Pas se précipiter, moi, je pense. Et puis tester. On est dans une période du test and learn. Faut oser, faut expérimenter. Tout le monde a droit à l'erreur. On est tous des apprenants permanents. Ceux qui encadrent et ceux qui apprennent. Et je crois que c'est le jeu aujourd'hui. Parce que l'agilité, on est obligé de se remettre en question. Et une solution qui marche un jour ne marchera pas forcément le lendemain. Hein. Fabrice? Moi, je trouve votre question intéressante parce que moi, je ne voudrais pas être responsable formation aujourd'hui. Et on a une formation justement chez Abilway, je vais faire une page de pub qui s'appelle Digital Learning Manager et que justement on a complètement changé il y a 3 mois pour permettre aux responsables formation de mettre les mains dans le cambouis des outils, pas forcément pour les utiliser, mais pour se rendre compte de la possibilité. Je pense qu'on commande mieux ce qu'on connaît un petit peu quand même. Donc il y a ce côté, je rejoins complètement, de tester, de mettre les mains dans le cambouis, de fabriquer soi-même des petits modules e-learning avec Storyline, Articulate, il y a un stand un peu plus loin, etc. La deuxième solution, c'est que travailler avec des partenaires, ça peut être nous, ça peut être d'autres, qui vous proposent des multi-solutions. Nous, on fabrique 20% de nos solutions digitales en interne chez Abilway et 80% avec nos partenaires pour une simple raison, on va revenir à l'usage, c'est que même si vous avez la meilleure modalité digitale du monde, si elle apparaît 3 fois sur le même modèle pour les apprenants se lassent. Donc il faut, indépendamment de tous les raisonnements qui sont bons, hein, de ROI, de passage voilà, il y a vraiment cette question de l'usage et il faut de la variété et il faut de la variété aussi pour vous, il faut que vous le testiez à plusieurs. Vous ne pourrez pas faire tout toute seule. Si vous êtes 3-4 dans votre équipe, ben, testez-vous et puis apprenez mutuellement les unes des autres, les uns des autres. Et là, vous allez pouvoir vous régaler et vous amuser. Et passer de « Ah, qu'est-ce que je fais ?» au plaisir. C'est quand même important. Pour avoir modéré une table ronde hier, aussi ce qui est important, c'est votre cahier des charges, votre plan d'action, votre stratégie. Parce qu'il faut savoir où vous voulez aller. Parce que sinon, justement, risque d'abandon, de désintérêt. Et surtout, c'est communiquer. Quand vous mettez en place une action de formation, c'est bien communiquer en interne, avoir des ambassadeurs, des relais. Vous partez sur un petit club de managers RH qui expérimentent et s'ils s'emparent de la solution, ça va être vos meilleurs ambassadeurs pour diffuser les pratiques en interne. Il ne faut pas que ça tombe du haut avec une plateforme, on se dit comment ça marche, j'ai pas envie. Il faut commencer par l'expérimentation et donner envie, le goût. Et les meilleurs ambassadeurs, ce seront ceux qui auront commencé à expérimenter. Voilà, enfin, je ne sais pas si ça peut vous aider. Mais... Ça vous va? Ouais, bah, écoutez, je crois que voilà, la table ronde s'achève. Il reste 1 minute. Voilà, bah, pour conclure, un mot, rapidement. Quel message fort vous avez envie de faire passer, Pascaline, Fabrice?
Moi, j'ai envie de vous dire, amusez-vous, testez, venez nous voir sur Abilways. On a une planche qui met toutes les modalités pédagogiques en fonction de l'objectif pédagogique. Voilà. Et puis, j'ai envie de vous dire, sur ces projets, notamment digitaux, le learning, etc., c'est de la coopération pure. On apprend ensemble, on échoue ensemble, on rebondit ensemble. Et c'est là où il faut lâcher un peu prise et avoir confiance dans les partenaires, que ce soit l'Université de Strasbourg ou autres, etc., qui vous accompagnent. Au niveau de la recherche de l'adéquation, du développement des compétences et du plan de formation, réussissez à impliquer l'ensemble des parties prenantes au dispositif, que ce soit les participants, que ce soit les managers, que ce soit les décideurs au niveau de votre organisation. Il faut pouvoir les impliquer dans le dispositif de formation pour réussir à avoir ce résultat efficace et pertinent et qui répondra à l'objectif stratégique de votre structure. Donc l'implication de l'ensemble des parties prenantes sont pour nous un élément clé de la réussite des dispositifs de formation. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.